En tant que designer, mon métier questionne la place des objets, outils et services de notre quotidien. C'est donc en écoutant ces propos que je me suis interrogée sur les usages numériques des jeunes enfants. Mais par où commencer? Avec qui en parler? Comment comprendre ce phénomène de révolution numérique qui bouleverse notre société, à commencer par les tout-petits? C'est au début de mes travaux de recherche que j'ai rencontré Lisa. Elle était alors doctorante en sciences cognitives et docteure maintenant. Elle est spécialiste du développement du jeune enfant et c'est au Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, que nous avons commencé à discuter. J'ai découvert l'ampleur du débat concernant l'utilisation des outils numériques par le jeune enfant en France. En tant que chercheuse, j'ai donc écumé les articles scientifiques sur le sujet. Et j'ai très vite constaté qu'en comparaison à la folie médiatique environnante, nous avions peu de connaissances sur l'impact des outils numériques sur le développement du jeune enfant. Lors d'une réunion du collaboratoire de recherche sur la petite enfance, Premier Cri, que nous avons co-créé avec Marion, nous rencontrons Léa. Interne en pédiatrie, Léa nous confirme l'ambiguïté que nous avions constatée. Le numérique inquiète autant qu'il fascine. Léa nous fait part de l'inquiétude grandissante des parents au sujet du numérique et du manque de formation sur le sujet en tant que professionnels de santé. Nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs qui, eux aussi, souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. Ce documentaire est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt éveiller en vous un nouveau regard et vous donner envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. C'est un problème qui est complexe et qui se doit d'être regardé sous différents angles. Ça peut être l'angle de différentes disciplines, mais ça peut aussi être l'angle de différents professionnels. Et je pense qu'il y a à la fois de l'expertise scientifique, bien sûr, mais il y a aussi des formes d'expertise, d'expérience. Et donc il va falloir apprendre à discuter en confrontant ces différentes formes d'expertise, qu'elles soient expertise scientifique, qu'elles soient expertise professionnelle ou qu'elles soient expertise d'expérience. Et je pense qu'il faut savoir les intégrer. C'est pour ça que je pense qu'on a besoin de sciences participatives, on a besoin d'approches interdisciplinaires pour pouvoir intégrer tout ça progressivement. Je crois qu'une des difficultés qu'on a, mais c'est pas qu'en maternelle, c'est que les parents n'ont jamais été élèves dans les nouveaux mobiliers, dans les nouvelles classes qu'on met en place ou avec les nouveaux outils. Donc quelque part, ils ont l'impression de découvrir un autre monde qui peut faire peur quand on écoute évidemment les médias. Mais je crois que là, vous avez tout à fait raison, il faut sans doute qu'on s'attache davantage à former les parents à la découverte des côtés positifs du numérique et de l'intérêt qu'on a à gérer le temps, à gérer vraiment l'attractivité et le potentiel de développement des connaissances et des compétences. Je sens à la fois une vraie attente, notamment des parents qui sont un peu désorientés et qui ont en tout cas un besoin d'avoir une réponse qui soit un peu solide, qui ne soit pas définitive et qui ne soit pas de l'ordre de l'injonction évidemment, mais en tout cas qui leur permette de donner des repères sur la façon dont ils doivent accompagner leurs enfants dans une situation qu'eux-mêmes n'ont pas vécue étant enfants. Donc je sens qu'il y a une attente très forte en tout cas de la part à la fois des parents et des professionnels de la petite enfance. Le sujet du numérique n'est pas du tout abordé, en tout cas dans la majorité des structures dans lesquelles j'ai travaillé aujourd'hui. Il y en a sûrement, il y a des endroits où on en parle, où on en discute. La seule chose dont on a vraiment entendu parler en structure ou dans le milieu de la petite enfance, c'est effectivement le principe du 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Qui ouvre des portes aussi pour aller un petit peu farfouiller sur le reste, pour aller chercher d'autres informations, mais c'est assez succinct. Mais justement, quelles sont ces informations, ces messages qui circulent auprès du grand public? 3 messages semblent dominer les discours sur l'usage des écrans par les jeunes enfants. Le premier, celui de l'association 36912, portée par Serge Tisseron. Le deuxième, celui de la Société française de pédiatrie, dont Georges Pichereau est le premier auteur. Et enfin, la règle des 4 pas de Sabine Duflot, adoptée par les médecins généralistes comme Manon Collet. Une référence qui m'aide beaucoup maintenant à expliquer les choses, c'est la métaphore alimentaire. C'est-à-dire, je me suis aperçu que finalement les écrans, c'est comme la nourriture. C'est-à-dire que l'estomac du bébé ne digère pas le beefsteak, on lui donne du lait,
Les écrans, c'est comme les beefsteaks, c'est comme les frites. C'est pas bon avant 3 ans, ce qui ne veut pas dire que ça soit pas bon en soi, mais l'enfant, avant 3 ans, ne peut pas le digérer. Voilà, donc avant 3 ans, on évite les écrans. Alors à partir de 3 ans, on les introduit progressivement, et un peu comme la nourriture. Et puis de la même façon qu'on préfère manger à plusieurs que manger tout seul, ben, privilégier les écrans partagés, les jeux vidéo très simples qu'on peut jouer avec certains enfants entre 3 et 6 ans, des moyens métrages qu'on peut partager et regarder ensemble. À partir de 6 ans, il y a des possibilités de création, et des possibilités de création même qui combinent parfois le manuel et le numérique. Hein. Et puis après, ben, quand l'enfant a 12 ans, 13 ans, il fait toujours comme s'il n'avait plus besoin de ses parents, mais enfin on conseille toujours aux parents quand même d'être conscient des faits. C'est une posture et qu'il faut être très présent si l'enfant en a besoin. La première, qui nous paraît très importante et qui est complètement actuelle, si vous voulez, ne pas diaboliser. On ne veut pas diaboliser, on veut analyser également le positif, hein, et le négatif, même si les recommandations sont plutôt dans un sens, on va dire, négatif, parce que les médecins, bon, bien sûr, regardent ce qu'il peut y avoir de mauvais. La deuxième recommandation, c'est en fait des écrans dans les espaces communs et pas dans les espaces intimes ou pas dans les chambres. La troisième recommandation, en fait, c'est respecter ou sanctuariser des temps absolument sans écran. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le temps précédent et le temps du sommeil doit être sanctuarisé. La chambre doit être sanctuarisée au sens du sommeil. On sait que l'utilisation, la mésutilisation peut-être dont on parlera des écrans, est associée à des diminutions très nettes du sommeil et une augmentation de la fatigue. La lumière bleue est une lumière qui éveille, en fait, qui maintient l'éveil et qui lutte contre l'endormissement. La quatrième recommandation, on dit, pour les écrans, oser la parentalité. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce que, et c'est peut-être là aussi une recommandation qu'on pourrait un peu décaler, je dirais comment, mais oser la parentalité, ça veut dire qu'un certain nombre de parents se disent que leurs enfants sont beaucoup plus compétents qu'eux, en particulier sur les jeux, en particulier sur la manipulation des écrans, et donc ne se permettent pas de donner leur avis. Le cinquième élément, c'est lutter contre l'isolement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu des conséquences, toutes les conséquences néfastes des écrans, du mésusage des écrans, hein, je précise bien, elles aboutissent à l'isolement. Et c'est par l'intermédiaire de cet isolement qu'on va avoir un certain nombre de pathologies. La règle des 4 pas, c'est pas d'écran le matin, parce que l'écran va épuiser l'attention de l'enfant dès le matin. Alors il a besoin de toute l'attention pour acquérir les différents apprentissages de la journée. Le deuxième pas, c'est pas d'écran pendant les repas, parce que le moment des repas est un moment de convivialité, et le cerveau qui va se concentrer sur l'écran va moins se concentrer sur l'assiette, et donc le sentiment de satiété va être retardé. Le troisième pas, c'est pas d'écran avant de s'endormir, un peu comme pour le premier, l'écran va surstimuler le cerveau qui a pourtant besoin justement de descendre un peu en température et en excitation pour pouvoir induire un sommeil de qualité. Et le dernier pas, c'est pas d'écran dans la chambre de l'enfant, parce qu'on sait que dans la chambre, ça échappe au contrôle parental, que ce soit en termes de durée de temps passé ou de contenu justement visualisé, et puis ça peut empiéter aussi sur le sommeil. La question se pose alors de savoir sur quelles connaissances scientifiques se basent ces recommandations. Quelles sont les études qui en sont à l'origine ? De premières réponses nous viennent de la recherche médicale qui s'intéresse à comprendre les effets du visionnage des écrans sur la santé des tout-petits. Par rapport au numérique, mais par rapport à l'écran, ce qu'on sait, mais même chez l'adulte, on préconise surtout de ne pas avoir d'écran le soir, parce que la lumière bleue, du coup, stimule le cerveau et peut empêcher l'endormissement. Et le sommeil, c'est vraiment essentiel en termes de mémorisation, aussi l'enfant qui grandit, l'hormone de croissance, le système immunitaire, tout ça. Donc le sommeil, c'est vraiment vital pour bien apprendre. On ne peut pas bien apprendre si on ne dort pas bien, donc ça, c'est important. Ce qui a été montré dans plusieurs études, c'est quand tu regardes
un peu plus l'écran, et du coup tu prends un temps sur des activités physiques que tu pourrais faire. Donc ça amène à une plus grande sédentarité. Mais aussi, le fait de manger devant un écran, en fait, ça nous empêche d'être à l'écoute de notre faim et de notre satiété. On est assez inquiet en médecine de comment est-ce qu'on peut faire plus attention pour qu'on évite cette augmentation qu'il y a de l'obésité chez les enfants, de la prise de poids, de la sédentarité, et puis tous les troubles que ça pourrait engendrer derrière, comme des troubles du sommeil, des troubles de la vision, etc. En fait, c'est pas la télé et les écrans qui sont délétères, c'est plus ce que vous faites pas pendant que vous regardez la télé. Pendant ce temps-là, vous êtes assis, vous ne faites pas travailler votre système cardiovasculaire, il n'y a pas de stimulation, vous ne réfléchissez pas forcément. C'est plutôt ça en fait qui est dommageable. C'est pas la télé ou les écrans en tant que tels, c'est plutôt l'absence d'interaction sociale où vous auriez très bien pu faire d'autres choses à la place. Maintenant que nous avons exploré les conséquences du visionnage des écrans sur la santé des jeunes enfants, intéressons-nous à ces conséquences sur le développement. Pour cela, il est nécessaire d'identifier les domaines sur lesquels le numérique pourrait avoir une influence. Nous en avons identifié 4 principaux, même s'il en existe évidemment d'autres. La relation parent-enfant, le développement du langage et sensorimoteur, ainsi que le jeu. Le jeu qui est considéré comme une activité effectivement intéressante parce qu'elle a cette capacité à pouvoir maintenir la motivation intrinsèque des enfants sur une activité. Elle développe finalement plein de compétences qui sont extrêmement importantes pour les apprentissages, et notamment pour les apprentissages scolaires. Donc finalement, en fait, le jeu, c'est un peu, on construit toutes les briques de base cognitives et socio-émotionnelles qui vont ensuite nous permettre d'acquérir un certain nombre d'outils culturels, comme la lecture, les mathématiques, tout ça c'est des outils culturels qu'on transmet d'une génération à l'autre. Donc on revient finalement à des modèles très socio-culturels, on est pratiquement dans Vygotsky là, qui est très cher aux enseignants. Nous on va parler de jeu, mais en fait c'est très très sérieux parce que c'est à travers tous ces gestes, toute cette découverte de l'environnement, ces détournements, c'est-à-dire effectivement il va prendre des objets et on sent qu'il va y avoir tout un cheminement sur la connaissance de cet objet et qu'est-ce qu'il peut en faire et qu'est-ce qu'il peut en faire avec son corps qui est aussi en lien avec la connaissance de son corps à ce moment-là et qu'est-ce que ça génère comme son et qu'est-ce que je peux mettre dedans, pas dedans, quelle affordance a ce jeu, voilà. Et que du coup, il va apprendre à découvrir son environnement, apprendre à développer des compétences motrices et cognitives. Finalement, ce qui est important pour un enfant, pour qu'il puisse grandir en santé, c'est d'avoir des environnements favorables. Le premier environnement favorable, c'est sa relation avec ses parents, avec sa mère, avec son père ou le partenaire de la mère ou la partenaire de la mère. En tout cas, c'est ce premier noyau, si je puis dire, un peu très 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 proche, qui va être ce premier environnement qui va répondre au bébé. La relation du bébé de 0-3 ans, elle dépend complètement de l'environnement que va proposer l'adulte. Et ça, je pense que c'est un point vraiment fondamental à vraiment prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le bébé tout seul ne va pas aller chercher les écrans. Ça ne l'intéresse pas. Il ne connaît pas son environnement, il va explorer l'environnement qu'on va lui proposer, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé par l'adulte. Et au final, si un bébé est exposé aux écrans, il va s'intéresser aux écrans. La grande difficulté, c'est que l'écran ne va pas s'intéresser à lui. Et il y a aussi des études intéressantes à prendre en compte aujourd'hui sur justement la surconsommation des écrans par les parents devant les enfants. Les études qui vont par exemple faire le parallèle entre un parent sur son téléphone et les études de still face avec les bébés sont très intéressantes. Il y en a des plus ou moins drôles, on va dire. Ça veut dire qu'il y en a qui vont étudier les parents et les familles dans les restaurants ou fast-food et montrer un peu que les jeunes, quand ils ont un parent qui est tout le temps absorbé par l'écran, vont par exemple être plus agressifs ou essayer de faire plus dans les parcs de jeux, ils vont avoir des actes plus dangereux pour eux, pour essayer d'attirer l'attention des parents. C'est cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui la technoférence parentale, c'est-à-dire que c'est le fait qu'en fait un appareil numérique ou un appareil technologique va venir s'interposer dans la relation entre l'enfant et le parent. Donc effectivement, il y a toujours ces deux portes d'entrée, en tout cas pour ce qui concerne les tout petits,
même un peu les enfants plus grands, mais notamment les tout petits, c'est-à-dire quelle est leur consommation à eux, quels sont leurs usages d'écran à eux, et comment les accompagner au mieux ou les protéger au mieux, etc. Et quel est l'usage que font les parents en présence de leur enfant. Et ce développement de l'enfant, il est rendu possible à la fois par les prédispositions que l'enfant a et qui sont en quelque sorte ancrées dans son cerveau dès la naissance, et par l'environnement qui est autour de lui, qui va permettre ces apprentissages. Parce que quand bien même l'enfant il a un cerveau qui possède les mécanismes qui permettent d'apprendre à parler, si on ne lui parle pas, s'il n'entend pas de langage, il n'apprendra pas à parler. Donc les deux côtés, les prédispositions et ce qu'apporte l'environnement sont absolument cruciaux. On ne peut pas se développer sans l'un ou sans l'autre. Par rapport aux éléments importants de communication, et notamment chez le tout petit, il y a vraiment une grosse importance à faire attention à tout ce qui est base de l'interaction, et donc ça va aller de la qualité du regard qu'on va pouvoir s'adresser, de la qualité de l'attention qu'on va pouvoir partager à la fois ensemble sur quelque chose, sur un jeu, mais aussi sur des choses dans l'environnement, et puis l'ensemble des interactions d'imitation, de jeux, de mimes et de chansonnettes. Et puis après, une fois que le langage se développe, il va y avoir tout le champ du langage oral, que ce soit le vocabulaire, mais aussi le fait de développer son langage avec une grammaire élaborée, et tout ça en s'adaptant au contexte, en pouvant comprendre les blagues et l'humour. Donc effectivement, tout ce qui a trait à la communication, à la fois des éléments qui sont très liés au langage et à la linguistique, et puis il y a beaucoup d'éléments aussi auxquels on ne pense pas toujours, qui sont, on va dire, non-verbaux, mais qui sont très importants. Au cours des 2 premiers mois, on observe une interaction assez particulière entre l'adulte et le tout petit, qui est essentiellement dyadique, avec des interactions en face à face, une appétence vraiment du côté du bébé pour ces stimuli sociaux, les personnes qui l'entourent. Et puis petit à petit, ces interactions vont évoluer. Vers 4-5 mois, on observe plutôt des relations qu'on dit triadiques, avec la prise en compte de plus en plus des objets de son environnement. L'expérience sensorimotrice nécessaire à l'enfant serait que finalement, dans son environnement, il part des informations sensorielles pour construire finalement des réponses motrices appropriées à l'environnement. Il sent, il touche, il goûte, il construit, il organise son regard en fonction de ce qu'il manipule. Il interagit avec l'autre. En communication verbale, communication non verbale, on s'ajuste sans cesse à notre environnement. Pour la motricité fine, l'enfant part d'une préhension involontaire à une préhension plus volontaire, d'une prise palmaire à une prise plus fine, digitalisée, qui va permettre la prise et l'appréhension de petits objets, jusqu'à acquérir le graphisme et jusqu'à l'écriture. On pourrait parler aussi de la latéralité, où là il y a des émergences fonctionnelles, là aussi guidées par la maturation neuromotrice, des dominances de l'œil, de la main et du pied, droitier de l'œil, droitier au gaucher du pied, droitier au gaucher de la main. Et ça va nous intéresser. Il y a aussi une organisation dans l'espace et dans le temps qui va s'édifier sur des repères corporels. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord prendre conscience d'un devant, d'un derrière, d'un haut, d'un bas, d'un droit, d'un gauche, d'un droit, d'une gauche, avant de pouvoir projeter finalement ces repères corporels sur les objets, sur sa feuille. Que l'on soit parent, enseignant, professionnel de santé ou designer, nous avons besoin aujourd'hui de la recherche pour nous éclairer sur l'impact du numérique sur le développement des plus petits. Commençons par nous intéresser aux controverses qui ont vu le jour suite à une mauvaise lecture des données issues de la recherche et du terrain. Parmi les controverses médiatiques qu'il y a eu sur les effets des écrans, il y en a eu une qui a trait à l'idée que l'exposition de très jeunes enfants aux écrans pouvait être un facteur de risque pour le développement de l'autisme. Donc l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire c'est un trouble qui affecte le développement du cerveau de l'enfant depuis sa naissance, et qui a pour symptôme principal le fait que l'enfant n'interagit pas bien avec les autres êtres humains. Sur ce sujet-là, à ce jour, il n'y a aucune donnée probante qui vienne à l'appui de cette hypothèse.
Ce qui a été décrit par certains médecins, c'est effectivement des bébés qui passent toute la journée sur des tablettes ou devant la télévision. Et donc, ils ont décrit des symptômes d'autisme. Alors, il y a plusieurs problèmes pour l'interprétation de ces observations. D'abord, c'est de savoir si ces enfants, est-ce qu'ils sont vraiment autistes ou pas. Bon, il y a tout un tas de questions de diagnostic. S'ils le sont vraiment, est-ce qu'ils auraient été autistes, qu'ils soient exposés aux écrans ou pas? Il manque un groupe contrôle, finalement, pour savoir comment est-ce qu'ils seraient développés avec ou sans les écrans. Et puis il y a un problème de représentativité. En ne voyant que les enfants qui présentent des symptômes, finalement, on n'arrive pas à voir s'il y a d'autres enfants qui sont exposés similairement aux écrans, mais qui, eux, ne développent pas l'autisme. En dehors des controverses médiatiques, la littérature scientifique sur les usages numériques des tout-petits s'est construite en s'appuyant sur des études rigoureuses. Nous avons interrogé à ce sujet des chercheurs et chercheuses issus de différentes disciplines, que sont les neurosciences cognitives, les sciences de l'éducation, ou la psychologie du développement. Nous prendrons aussi en compte l'approche empirique et clinique des praticiens et praticiennes qui prennent soin des enfants. L'intitulé de notre article était « Est-ce que l'écran était bon ou mauvais ?» Et je pense qu'une des conclusions importantes de notre revue, c'est qu'il n'est ni bon ni mauvais. En fait, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Le temps d'exposition n'est pas un critère qui nous dit si les bébés sont devant l'écran pendant 4 heures. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un effet négatif. C'est vraiment comment on utilise cet écran au quotidien. Donc, est-ce que les parents commentent le contenu? Est-ce que le contenu est adapté ou pas? Donc ce n'est pas blanc ou noir, c'est vraiment entre les deux, c'est-à-dire ça dépend de l'usage, si on commente le contenu, si les programmes sont adaptés. Par contre, ce qui semble vrai, c'est qu'entre 0 et 3 ans, il n'y ait pas d'effet positif et qu'entre 0 et 3 ans, les enfants ne gagnent pas en fait, à regarder vraiment les écrans. Il n'y a pas un apprentissage qui se fait à partir des écrans. Et donc ça, c'est vrai que les études en recherche fondamentale montrent que les enfants apprennent peu à partir des écrans entre 0 et 3 ans. C'est vrai, avant 3 ans, il faut vraiment limiter le plus possible l'exposition aux écrans. Bon, sachant que c'est un peu utopique aussi, parce que même incidemment, souvent dans le foyer, il y a quand même des écrans, les grandes sœurs, les grands frères, la famille, etc. Mais bon, il faut essayer de limiter, je pense, au maximum. C'est vrai qu'entre 0 et 3 ans, ce qui est vraiment délétère, qu'on a vu qui était délétère, c'était l'exposition en background. C'est-à-dire lorsque l'écran est allumé pendant toute la journée ou une partie de la journée à la maison, sans forcément la regarder, sans forcément regarder la télévision, mais la télévision est allumée et les parents soit la regardent, soit ne la regardent pas, l'enfant est présent, les programmes ne sont pas du tout adaptés aux enfants. Une autre conclusion de la revue, c'est que l'écran prend la place des interactions qui peuvent être plus riches et qui peuvent être plus bénéfiques pour le développement cognitif et social des enfants, que sont les interactions. Ce qui est primordial, c'est que des adultes continuent à beaucoup interagir avec leurs enfants, même quand ils ne parlent pas à un âge très bas, même quand ils n'ont pas encore la parole, mais les encourager, leur parler, leur chanter des chansons, leur dire des histoires, leur expliquer tout ce qui se passe, je trouve ça super important. Si la littérature scientifique semble claire sur l'absence d'intérêt d'une utilisation passive et non accompagnée de la télévision, particulièrement chez les enfants de moins de 3 ans, il nous paraît important de dédiaboliser les écrans afin de mieux appréhender les nouveaux enjeux de ces outils qui font également partie de la vie quotidienne des tout-petits et permettre une éducation au numérique dès la petite enfance. Quand on parle des écrans, il faut ni être dans l'idéalisation parce que oui, il y a des problèmes, il faut ni être dans la diabolisation parce que non, il faut arrêter de dire que les écrans, c'est le mal incarné. On va très souvent, très facilement diaboliser les écrans, mais il faut surtout s'intéresser non pas à la forme carrée, mais au contenu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des contenus très intéressants, très pédagogiques, très instructifs et qui peuvent nous servir en rééducation. Avant d'avoir accès à l'écran, est-ce que l'enfant a suffisamment joué, suffisamment interagi, est suffisamment sorti, a utilisé suffisamment sa tête et ses mains dans des activités sensorimotrices pour pouvoir profiter d'un petit moment d'écran?
La finalité de 36912, c'est vraiment pas de dire les écrans c'est mauvais, stop les écrans, etc. C'est effectivement de voir comment on peut passer d'un usage d'écran qui serait problématique, parce qu'effectivement il y en a, à un usage d'écran qui pourrait être intéressant, et quels types d'écrans sont intéressants à quel âge et pourquoi, et quels types d'écrans sont nuisibles à quel âge et pourquoi. C'est de comprendre un petit peu ça et de développer effectivement tout ce qui est accompagnement, d'inciter beaucoup les parents à faire avec leurs enfants. Les écrans, si c'est accompagné par les parents, ça peut être extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un fourre-tout, parce que quand on dit attention aux écrans, si l'enfant est scotché au téléphone de ses parents, c'est pas pareil que s'il est actif en train de réfléchir sur une tablette tactile, ce qui est différent aussi de s'il est passif à regarder des pubs à la télé qu'il n'a pas demandé. Les chercheuses et chercheurs interrogés nous confirment qu'il faut distinguer les types d'écrans, les différents usages, ainsi que les contextes d'utilisation. Le principe des 3C apparaît alors. Contenu, contenant, contexte. C'est ici que la question de l'interactivité entre en jeu, c'est-à-dire le fait que l'outil numérique réagisse aux actions entreprises par l'enfant. On peut par exemple différencier l'usage passif, regarder un dessin animé sur la télé, de l'usage interactif, jouer à une application sur tablette. Et donc l'écran interactif, c'est l'écran sur lequel on peut modifier son expérience par sa propre action, qui va en général passer par le toucher, par le balayage ou par la souris ou le joystick, enfin voilà, selon le support sur lequel on est. C'est-à-dire que c'est l'idée de pouvoir modifier l'expérience d'écran que l'on vit. Et donc du coup, face à un écran non interactif, on est passif parce qu'on reçoit une quantité d'informations que nous envoie l'écran. Face à un écran interactif, on est plus actif parce que justement le geste ou en tout cas la volonté de celui qui interagit avec l'écran va avoir un impact sur l'environnement numérique qui lui est proposé. L'essentiel de la recherche sur les écrans et l'enfant porte sur la télévision, parce que sur ce sujet, on a plusieurs décennies d'études depuis les années 60. Donc en général, la plupart de ce qui se dit est basé sur des études sur la télévision. Les tablettes et les smartphones sont apparus beaucoup plus récemment et effectivement ont des caractéristiques qui diffèrent en partie de la télévision. La place des écrans nomades, c'est-à-dire les tablettes et les smartphones typiquement, demeure encore assez marginale chez les tout-petits. C'est-à-dire que c'est vraiment pas ça qui prend le plus de place. Simplement, ça vient se surajouter. C'est-à-dire que la télévision demeure, c'est un vieux média, mais ça demeure vraiment l'écran le plus présent dans les familles et notamment pour les tout-petits. Depuis quelques années, parents, cliniciens, enseignants ou éducatrices de jeunes enfants côtoient de nouvelles problématiques liées au numérique et décident ou non d'intégrer ces outils à leur pratique. Il faut comprendre qu'on ne cherche pas à combattre, même en libéral, la question des écrans. On est là juste pour faire en sorte qu'il ne soit pas, comme je disais, quelque chose qui va empêcher la relation entre le parent et l'enfant. J'utilise une application qui va travailler par exemple le déliement digital ou le renforcement des doigts. Par exemple, pincer, tirer, tracer. Mais dès que c'est fait avec l'application, parce que ça aura motivé l'enfant, je pousse la tablette et je prends des cordes pour faire un nœud, son lacet pour faire ses lacets, des perles pour les enfiler, pour finalement faire un transfert de qualité entre ce qu'il a fait numériquement parlant, virtuellement parlant, à quelque chose de réel et concret. J'utilise les outils numériques dans ma pratique de soins, et ce depuis un long moment, parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a beaucoup de supports en fait, qui permettent d'être paramétrés précisément par rapport aux difficultés, que ce soit même aussi par rapport au langage écrit, quand on travaille auprès de patients dyslexiques, mais également auprès de patients adultes aphasiques. Enfin, vraiment, on a une possibilité d'accès à différents outils très vastes. Et puis, donc, par rapport aux soins et au travail de remédiation. Et il y a une autre partie de mon travail dans laquelle j'utilise les outils numériques qui est la mise en place d'outils de communication alternatifs pour des enfants qui n'accèdent pas pour le moment ou qui peut-être n'y accéderont pas au langage oral. Et donc, on va mettre en place la langue des signes pour ceux qui peuvent. Et puis, on peut mettre très rapidement en place un outil de communication alternative via tablette ou via iPhone qui font que l'enfant va pouvoir très vite faire ses demandes, exprimer des douleurs, et puis petit à petit élaborer des descriptions, enfin communiquer efficacement en dépit du trouble qu'il peut avoir pour pouvoir s'exprimer à l'oral. J'utilise aussi beaucoup pour le graphisme. On a des personnes type dysgraphiques qui ont du mal à utiliser efficacement un stylo
Ça peut être à cause de la prise, ça peut être à cause d'une mauvaise régulation de leur force, ça peut être à cause d'une mauvaise coordination motrice. Plein de choses possibles, je ne rentre pas dans le détail, mais du coup, si l'utilisation d'un outil scripteur, on appelle ça comme ça, est compliqué, le côté digital, tactile, peut permettre de faire l'économie et de quand même travailler sur le graphisme, la formation des lettres, d'abord avec le doigt, avant éventuellement de repasser au crayon. Donc on a vraiment plein de techniques différentes en fait avec les écrans, et c'est ça qui est assez génial, c'est que du coup ce sont des outils qui sont tellement ouverts à plein de choses que c'est à nous d'être créatifs et de s'adapter à la problématique de l'enfant et aux intérêts thérapeutiques qu'on cherche à mettre en place. Et donc n'ayez pas peur de vous servir des écrans, soit réellement dans le cadre d'ateliers à médiation, soit juste dans le dialogue, d'en parler avec le jeune, mais surtout ne les tournez pas en tant que mauvais objets, ça ne sert à rien, et au contraire, c'est totalement nier le fait qu'ils peuvent apporter des choses intéressantes aux jeunes. Et je pense que l'enfant aussi, on peut leur expliquer, ils sont capables de comprendre oui, c'est bien les tablettes, c'est bien l'ordinateur, c'est bien le téléphone, mais des fois, tu sais, ça peut avoir des conséquences néfastes, tu passes beaucoup de temps dessus. L'enfant est capable de le comprendre. C'est à nous de faire... il ne faut pas les sous-estimer, hein. C'est à nous de faire en sorte qu'ils soient dans le même camp que nous, finalement. Et donc c'est juste de rappeler aux parents que finalement, plutôt que de regarder une petite comptine sur YouTube, on peut la chanter, la comptine, et que c'est aussi rigolo, qu'on apprend des gestes, et que oui, l'enfant, ce qu'il aime beaucoup dans les écrans tactiles, et notamment dans les comptines, c'est que c'est très interactif, ça répond immédiatement, c'est très lumineux, très attrayant, voilà. Mais une fois qu'on éteint cet écran et qu'on se rend soi-même très attrayant, l'enfant, il est vraiment beaucoup plus intéressé. Donc très rapidement, ce que voient les parents, c'est que finalement, quand on propose des jeux, des activités interactives, et leur enfant, il redevient comme tout enfant, et il s'amuse et il pose des questions, et puis finalement, l'intérêt par rapport à ce type d'écran finit par prendre une place qu'il a à avoir, c'est-à-dire une possibilité de jeu parmi d'autres. Personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui vont opposer le numérique au développement de l'enfant, à la condition qu'on reste bien dans une médiation, dans une relation, dans un partage, dans un échange. C'est bon de regarder des petites scénettes qui ont été pensées pour des enfants de 3-4 ans, et puis ensuite d'en parler ensemble, de dessiner ce qu'on a vu, de se raconter une histoire, d'inventer un nouveau personnage à partir de ce qu'on a regardé. De mon point de vue, la maternelle, c'est un des premiers lieux de rencontre, à part le foyer familial, mais un des premiers lieux de rencontre où les jeunes enfants, dans un environnement collectif et organisé, rencontrent justement des objets. Alors, des objets numériques, certes, mais aussi tout un tas d'objets. De ce point de vue-là, les enfants s'interrogent, se questionnent, sont curieux, regardent, observent. Et la question qui est derrière ça, c'est comment les aider, les orienter, les guider pour qu'ils puissent avoir un regard curieux et apprendre le fonctionnement de certains objets. On apprend en jouant, en réfléchissant, en s'entraînant, et il y en a un quatrième, et en résolvant des problèmes. Donc l'outil numérique s'intègre là-dedans complètement, surtout pour s'entraîner en fait. Voilà, donc il peut permettre de s'entraîner sur certaines compétences. Maintenant, il faut absolument qu'on conserve cette nécessité qu'a l'enfant de manipuler. Quand on parle d'une orange, apprendre connaître le mot orange par exemple. On sait que c'est une couleur, on sait que c'est un fruit, mais ce fruit, il a une odeur, il a une texture, et ça s'apprend que par la manipulation, ça s'apprend pas par l'intermédiaire d'un écran, en fait. L'utilisation numérique pour apprendre, c'est bien aussi à condition que ce soit accompagné. Parce que l'utilisation des outils numériques, si on parle des terminaux, reste très dichotomique. C'est-à-dire que les enseignants les ont adoptés
à plus de 90% dans le travail, dans la partie de travail qu'on appelle invisible des enseignants. La préparation, l'évaluation, les échanges entre enseignants, la formation. Ça ne s'est pas forcément traduit de manière massive dans leur interaction avec la classe, avec les élèves, dans le faire de la classe. Ça peut par exemple intervenir dans la conception d'une séquence pédagogique, mais pas forcément dans sa mise en œuvre. Donc en ce sens-là, la question mérite d'être affinée. Est-ce que ça a eu de l'impact sur le métier enseignant, sur sa partie pédagogique invisible énorme? Est-ce que ça a eu de l'impact sur la partie visible du public, des enfants, des parents, de l'institution dans la classe? Beaucoup moins. L'intérêt de ces nouvelles pratiques numériques en cabinet, à la maison ou à l'école est actuellement testé au sein de Recherche Action. L'outil numérique ouvre de nouvelles possibilités, notamment sur l'appropriation des usages et l'individualisation des apprentissages. On a notamment une étude que moi j'aime bien parce qu'elle est très contre-intuitive, c'est cette étude sur l'apprentissage de l'écriture qui montre que, en tout cas chez les enfants de 6 ans, ou un peu avant, non, je crois que c'est des enfants de grande section de maternelle, donc 5-6 ans, quand on leur apprend la graphie des lettres, donc c'est une étude contrôlée, aléatoire, ou en tout cas c'est une étude expérimentale, c'est-à-dire qu'on a un pré-test et un post-test. Ils sont testés en pré-test et en post-test sur une ligne d'écriture papier-crayon. Et puis ensuite il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui apprend sur tablette à former la graphie des lettres avec le doigt, l'un avec un stylet, et puis le troisième en papier-crayon. Et paradoxalement, ce qui marche le mieux, c'est d'apprendre sur tablette avec le doigt. La force du numérique, je pense, c'est pouvoir individualiser les parcours d'apprentissage. Puisque, là je pense surtout à des situations de classe, enfin de groupe, on est obligé, on ne peut pas faire de l'individualisation. Là avec un outil numérique, en même temps, dans une classe, eh bien, les enfants vont pouvoir progresser à leur rythme, éventuellement travailler un peu plus ce qui leur pose problème. Donc c'est quelque chose que fait naturellement un professeur des écoles par exemple, mais qu'elle peut difficilement faire au niveau individuel. Donc cette gestion des grands groupes, la situation idéale, ce serait vraiment des tout petits groupes dans les écoles, on le sait bien, mais bon, malheureusement, actuellement, c'est pas possible. Donc le numérique peut venir en renfort, en complément. L'idée, c'est pas de suppléer, mais de compléter un petit peu ce qui se passe dans le monde réel. Typiquement, je peux m'adapter à la courbe d'apprentissage de chaque enfant. Je peux faire de la pédagogie individualisée, enfin au-delà de la pédagogie, en tout cas de l'entraînement individualisé qui va en temps réel s'adapter à la courbe d'apprentissage de l'enfant. Je vais pouvoir faire un feedback très rapide sur la production de l'enfant. Et tout ça, on sait que ça potentialise les apprentissages, d'où l'intérêt du numérique. Je dirais, on n'utilise pas le numérique en soi parce que c'est bien d'utiliser le numérique, on l'utilise parce qu'il a des potentialités et qui nous permet effectivement d'améliorer d'une certaine manière les apprentissages de l'enfant. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Les outils numériques ont déjà trouvé leur place au sein des cabinets, des salles de classe ou des protocoles de recherche. Ces démarches d'innovation par la pratique nous poussent à nous questionner sur les contextes d'utilisation que nous souhaitons pour les futurs usages des tout-petits. Je pense qu'aujourd'hui, on commence vraiment à comprendre que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps et on voit émerger des initiatives très fortes pour outiller les enfants vis-à-vis de ce sujet, donc qu'il s'agisse de cours de programmation, de codage à l'école ou voilà, toutes les initiatives autour justement de la transmission de la culture numérique aux enfants. Et il est temps qu'il y ait des vrais objets numériques adaptés aux enfants, pour que les enfants puissent être inclus dans cette culture-là, mais à leur manière, avec leur manière d'appréhender le monde, etc. Le numérique est un nouveau facteur d'inégalité. On observe dans la population des personnes qui sont très conscientes de ce qui est en train de se passer et qui du coup font très attention avec leurs enfants, dont les enfants vont suivre des cours de programmation, vont être confrontés à différents programmes pédagogiques ou non pour comprendre les phénomènes qui sont en train de se passer et qui vont du coup être des enfants très bien outillés vis-à-vis de la révolution numérique qu'on vit, versus des enfants et des populations plus modestes qui ont peut-être moins conscience de ce qui est en train de se passer et qui du coup proposent parfois un usage qui n'est pas du tout adapté à leurs enfants. Et donc nous, c'est aussi pour ça qu'on est dans des centres de loisirs et des écoles publiques, parce qu'on a cette volonté que tous les publics puissent se saisir de cette révolution et puissent en avoir l'usage le plus positif possible. Il convient de distinguer utilisation et usage, c'est-à-dire distinguer cliquer ou glisser une image sur un écran, de chercher un contenu approprié. L'éducation au numérique intervient alors pour inviter les enfants à prendre conscience de leur propre consommation numérique,
du temps qu'ils passent sur tel ou tel contenu, ainsi que sur toutes les possibilités d'usage, voire les détournements possibles vers un numérique magique, ludique, cosmique. Revenons tout d'abord sur quelques définitions. Le numérique d'abord, c'est un système de codage de l'information qui permet aujourd'hui de transcrire du verbal, du visuel et même du kinésique en suite de nombres qui ensuite permettent de restituer l'information. Donc le numérique n'est pas un média, le numérique c'est un support qui est aujourd'hui l'élément commun à tous les médias. Alors l'écran, c'est l'interface qui permet de visualiser des informations qui ont été mises sous une forme numérique et qui sont ensuite rendues accessibles sous une forme visuelle. Alors au début c'était des diagrammes, des graphiques, des images fixes, aujourd'hui c'est des images animées. Mais l'écran n'est qu'une interface entre les informations numérisées qui se trouvent quelque part et la possibilité que j'ai d'y avoir accès à travers un ordinateur domestique. Alors parler d'artefact, c'est avoir dans l'idée qu'il s'agit d'un objet technique, mais aussi il y a derrière cet objet technique des gestes, une prise en charge et une utilisation particulière. Donc l'artefact numérique en lui-même soulève la question des apprentissages qui sont derrière, qui peuvent être, notamment pour les jeunes enfants, à se poser la question comment ça fonctionne. Lorsque j'agis sur tel bouton, que se passe-t-il? Donc c'est associer des actions avec des effets. Regardez ce qui se passe. Pour moi, le numérique, c'est avant tout une interaction. C'est vraiment une interaction. Et pour définir le numérique, je prends souvent l'exemple finalement d'un triangle. Donc à la fois avec une activité, le fait de jouer en ligne, le fait de peut-être participer à un MOOC, ça c'est l'activité. Ensuite, on a les modalités d'usage et c'est vrai que les modalités d'usage sont souvent un critère particulièrement intéressant pour les chercheurs pour essayer de mieux caractériser les usages qui pourraient être délétères. Et enfin le support. Jusqu'à présent, on a encore un support extérieur, même si on parle de plus en plus de l'Internet des objets et on tend peut-être vers une intégration de certains objets, mais il y a encore une certaine matérialité. Ce triangle-là permet, il me semble, de mieux comprendre ce que peut être le numérique et les pratiques numériques. Le numérique fait se rencontrer deux domaines qui peuvent a priori paraître très éloignés, la science et le design. L'association Science-Design permet alors d'envisager un numérique plus adapté au développement de l'enfant, basé à la fois sur des connaissances scientifiques et des scénarios d'usage pour la petite enfance. Partons ensemble à la découverte d'instruments sonores, d'alphabets manipulables ou d'objets électroniques à construire. À la base, c'est un projet de recherche en design. Du coup, de voir comment des enfants pourraient manipuler du son en vue de développer leur écoute. L'objectif, c'est de créer un jeu qui permet aux enfants de développer leur écoute et de maintenir leur concentration. Donc l'écoute, c'est l'attention auditive, la discrimination sonore, donc c'est apprendre à discerner les sons pour se créer un répertoire, les mémoriser. Je pense que c'est intéressant d'aller essayer d'explorer des façons de créer du jeu ou d'inviter les enfants à construire des situations de jeu avec ce dispositif. Après, il y a d'autres aspects qui peuvent être abordés pour justement favoriser l'interaction, comme la narration, l'essai-erreur, la maniabilité, voire la dimension tangible de l'interface. Alors pour moi, les interfaces tangibles, pour moi et la définition, c'est le fait d'avoir un objet physique avec lequel on peut interagir dans le monde réel, qui est connecté à un programme numérique. Et donc cet objet permet d'interagir dans le monde réel avec un programme numérique. Donc chez Lily Learn, on va privilégier un numérique tangible, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les technologies des objets connectés. Donc l'enfant va vivre un apprentissage plutôt sensoriel par la manipulation d'objets et il va être guidé par la voix. Donc en fait, on va privilégier le numérique
par la voix. Le principe, c'est que l'enfant il va manipuler des cubes, mais des cubes intelligents dans lesquels on a embarqué la technologie du NFC, des objets connectés. Et donc le principe, c'est que l'enfant il va poser sur la station de jeu un cube et le cube va parler. En fait, il va oraliser le son associé à la lettre. Donc pour la lettre M, on ne va pas entendre M, mais on va entendre le son N. Et progressivement, en assemblant d'autres cubes, on va fusionner ces sons pour former des syllabes et progressivement des mots. L'impact sur le développement de l'enfant, de leurs jeux, notamment je pense au jeu Lis les mots, parce que j'ai travaillé avec eux surtout sur ce dispositif. Moi je vois quelque chose de vraiment majeur par rapport à la motivation, l'aspect ludique. En effet, pour avoir de bons apprentissages, il faut aussi réussir à motiver les enfants, en tout cas pas les démotiver, ce qui n'est pas toujours évident. Ils changent très vite d'une activité à l'autre. Et donc l'aspect ludique est très important. On sait que les émotions, c'est quelque chose de moteur dans l'apprentissage. Donc il y a d'une part cet aspect motivationnel, émotionnel, qui est très important pour les apprentissages. Et d'autre part, il y a cet aspect de feedback aussi dans ce dispositif qui est particulièrement intéressant, parce que dans des situations collectives, souvent dans une classe, c'est difficile d'individualiser et puis de donner un retour aussitôt. En général, souvent on fait un exercice, puis on corrige à la fin, sur ce type-là. Mais entre ce laps de temps, l'enfant probablement a oublié la démarche qui l'a amené à fournir telle ou telle réponse. Et là, on est dans quelque chose d'immédiat, un feedback immédiat, ça c'est le plus intéressant. Les bascules, c'est une famille d'objets. Une famille d'objets, comme son nom l'indique, qui basculent, qui roulent. Et donc ce qui nous semblait intéressant avec ça, c'est que ces objets puissent en fait perpétuer un peu le geste de l'enfant. Voilà, donc ils ont une sorte de comportement propre qui est cette oscillation, un peu comme un culbuto en fait qui va être provoqué par l'enfant. Donc on est à la frontière entre quelque chose de très immédiat, très essai-erreur, quoi, et quelque chose d'un tout petit peu magique parce qu'il y a cette espèce de résonance en fait de perpétuation du mouvement. Donc c'est pas mécanique, c'est la gravité, quoi, mais il y a quelque chose qui est un tout petit peu autonome. L'autre aspect, c'est que ce sont des objets qui sont connectés en fait. Donc ils vont faire une passerelle entre de la technologie et le geste de l'enfant. Ils vont constituer vraiment une interface tangible, ils vont permettre ce qu'on appelle même des interactions tangibles et ils vont faire le lien avec donc, ce dispositif technologique qui, lui, va avoir deux fonctions principales, permettre de s'enregistrer, enregistrer un son, ce qu'on veut en fait, et de transformer ce son avant de le restituer. Et ce moment de transformation, il s'appuie sur des effets qu'on a choisis pour leurs différents niveaux de complexité. Et ça va d'une simple réverbération à de la répétition, de la fragmentation, de la superposition, de l'enregistrement source que l'enfant a produit. Ce qu'on souhaite montrer aux enfants, c'est que le numérique, ce n'est pas simplement un écran, mais on peut aussi y être actif et y mettre les mains. Ce qu'on souhaite proposer, ce sont des objets à construire avec de l'électronique dedans. On va aborder des notions autour de l'électricité, leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne pour qu'ils puissent mieux comprendre tous ces phénomènes physiques, mais aussi il y a toujours un aspect plus créatif qui permet aux enfants de développer son imaginaire, ce qui est un peu différent de quand ils vont regarder un écran, un programme sur un écran où ils sont plutôt passifs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment proposer des objets physiques qui demandent aux enfants d'être actifs. Pour conclure, interrogeons-nous ensemble sur le mythe des digital natives, ainsi que sur les enjeux de l'éducation au numérique dès la petite enfance. On parle des digital natives qui est un mythe absolu parce qu'ils sont nés dedans, mais naître dans une culture, ce n'est pas avoir de l'empowerment dessus. Donc il y a un véritable enjeu, on est vraiment sur la ligne des partages des eaux. Est-ce qu'on va continuer à ce qu'ils se soient des consommateurs ou est-ce qu'ils vont apprendre? Et tout le rôle éducatif au sens très large, parental, social, scolaire, vraiment on a un chantier qui devient urgent parce qu'on a pris vraiment du retard dessus. C'est qu'est-ce que je fais? Sur l'exposition au numérique et sur l'utilisation du numérique, je pense que, encore une fois, la question, ça va être une question pédagogique. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour l'instant, on utilise le numérique sans se poser la question pédagogique. Donc ce que je vois d'ici quelques années, je dirais, c'est effectivement d'abord une réflexion générale là-dessus, et puis deuxièmement, de se dire effectivement,
quel type de contenu finalement, quel type de contenu, à quel âge. Je ne suis pas du tout partisan d'une interdiction des écrans, d'une part, je pense que c'est complètement absurde, on ne peut pas interdire les écrans, on ne va pas pasteuriser l'environnement, des écrans il y en a partout, et le numérique on y est confronté de façon, je dirais, de plus en plus importante. Le vrai enjeu c'est comment on apprend à ces enfants de se servir du numérique de façon intelligente. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu de l'éducation du XXIe siècle. Et je dirais, voilà, juste pour ajouter un dernier point, avec aujourd'hui il y a à bas bruit, très faible bruit sur le radar, les jeunes qui s'interrogent sur le numérique qui nous transporte ailleurs, alors qu'on est ici, qui va sur les limites de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire la consommation massive des ressources pour faire des appareils, pour consommer, et au-delà de la relation individuelle qu'on a chacun face à son écran, face à son outil, face à son jeu, est-ce que c'est raisonnable d'avoir tant de fractions de l'énergie qu'on est capable de produire annuellement pour regarder des vidéos YouTube, tout ça. Et c'est une question qui commence quand même à investir beaucoup les adolescents, notamment les jeunes adolescentes, et qui va aller croissant. Et donc ça nous interroge également sur l'utilité, les finalités. Est-ce qu'on va sortir d'une ère de extrême profusion à une ère plus réfléchie, non pas par motivation interne, mais par contrainte de situation énergétique. Et ça serait hyper intéressant de lier cette question qui vous taraude sur le numérique à l'ère de l'anthropocène, parce qu'elle s'impose fortement chez les adolescents. Et vous alors ? Vous en pensez quoi ?